Je sais où je vais. Je sais comment y parvenir et comment faire. Mesdames et messieurs les députés, je sais ce que doit être la France à la fin de ce quinquennat. Et c'est à cela que depuis le premier jour, je me suis attaqué. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors Monsieur Hérault, lui, il sait où il va. Bon, pour ceux qui sont un petit peu informés, je pense qu'on sait aussi où on va. Je pense pas qu'on va dans la même direction, mais bon, on verra bien qui a raison à la fin. Ok, on va passer au sommaire de ce numéro. Donc on va parler de la France, on va parler d'infos internationales, on va parler d'économie et on va parler de santé et environnement. Alors attachez vos ceintures et on y va. On démarre avec la France et avec l'OCDE qui a rendu son rapport afin de permettre à notre pays de faire des économies et de relancer sa croissance. Alors l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Voici donc les mesures phares préconisées par cette institution. Les dépenses publiques de santé pourraient être réduites de 1,3% du PIB environ en ne remboursant notamment que le prix des génériques. Les petites communes pourraient être fusionnées. Et on plaide aussi pour la suppression pure et simple des départements. Cibler les dépenses de l'éducation sur l'école primaire, et enfin, rendre le SMIC progressif en fonction de l'âge. Alors l'OCDE n'a pas parlé de l'armée dans son rapport, pourtant l'armée s'apprête à payer le prix fort dans la quête du gouvernement à faire des économies. 2 plans seraient à l'étude. Le premier plan, ce serait 30 000 suppressions d'emplois dans les armées et 15 000 autres dans l'industrie de défense, ce qui rendrait une intervention de type Mali impossible. Le deuxième plan serait 50 000 suppressions d'emplois dans les armées et 50 000 autres dans l'industrie de défense. Et on évoque même la vente du porte-avions Charles de Gaulle au Brésil ou à l'Inde. Notre armée serait complètement décapitée. Le budget militaire passerait de 30 milliards à 20 milliards d'euros et la part de richesse nationale consacrée aux armées passerait de 1,5 à 1,1% du PIB. Tout simplement sidérant. Et le point, lui, a titré Apocalypse budgétaire pour l'armée. Je pense qu'il a tout à fait raison, c'est exactement le terme qu'il faut utiliser. On peut parler aussi de la précarité de l'emploi en France, puisque 81% des embauches au 3e trimestre 2012 ont été des CDD, le plus haut taux depuis 1999. Rappelons que le chômage en France culmine officiellement à 3,1 millions de personnes. On est très proche du record de 1997. Alors dire qu'on nous promettait le plein emploi dans les 10 ans avec l'Union européenne, on en est vraiment très très loin. Une autre statistique qui est elle aussi très préoccupante, on apprend que 450 suicides se passent par an dans les transports franciliens, soit un suicide tous les 20 heures. Pour terminer sur le chapitre de la France, je veux aborder le sujet du nucléaire. Et pour cela, je suis rejoint par Jean-Pierre Petit. Alors Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, il a un site internet où il a fait plusieurs travaux dessus, vous pouvez aller le voir. Son site internet c'est jp-petit.org. Bienvenue dans mon émission, Jean-Pierre Petit. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on voudrait aborder 3 points assez méconnus des Français. On va parler de la politique nucléaire française. Alors, vous vouliez me parler d'abord du projet Mégajoule, il me semble. Alors, le projet Mégajoule, on va essayer d'être court et suffisamment clair. Bon, c'est un projet qui a des décennies d'âge et qui va de pair avec un projet américain qui s'appelle NIF, qui signifie National Ignition Facility, c'est-à-dire une installation qui est destinée à faire la fusion. Et dans cette idée-là, eh bien, on a une petite cible qui fait 2 mm de diamètre et on va faire converger vers cette cible une énergie considérable de manière à obtenir la fusion. Bon, ça représente un combat qui a démarré au milieu des années 70. Oui, ça fait 40 ans. Hein. Et pour les Américains, en 2010, l'installation NIF devenait opérationnelle, donc on allait pouvoir enfin faire fonctionner ce truc-là. Et les tenants du projet étaient parfaitement sûrs que ça allait fonctionner. Et ça a été le fiasco total. Rien, pas de fusion. Alors ce qui fait que le département de l'énergie américain, en juillet
a sorti un rapport en disant il faut reconnaître une chose, c'est que ce que les mesures donnent, c'est absolument rien à voir avec ce qui était prévu. Ça marche pas, quoi, c'est tout. Ça marche pas, et ça a été 2 ans de campagne. Alors nous avons l'équivalent du NIF. Le truc américain, c'est 192 lasers. Chez nous, on en a 176 au bar près de Bordeaux. Et ça marchera pas, c'est tout. Et ça va coûter 6,6 milliards d'euros. Alors, au moment où on cherche à faire des économies, je crois que la première chose à faire, ce serait de dire on va mettre le stand-by en attendant que les Américains fassent marcher leur truc. Non, on va continuer, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le premier point, c'est mégajoule. Les gens sont même pas au courant. Le seul journal qui en est parlé, c'est Nexus. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut faire des économies. Mégajoule, 6 milliards d'euros, ça coûte cher. Hein. Surtout qu'on va faire des grosses coupes dans l'armée. Là, on s'apprête à fracasser le budget militaire. Alors, bon, on continue. On voulait aussi parler de ITER. Alors ça, ITER, vous en avez déjà parlé précédemment, mais peut-être un petit mot là-dessus. Puisque... Alors, ITER, si vous voulez, moi j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a 2 ans, hein, et j'ai voulu investir pour essayer de comprendre bien ce que c'était que la fusion, ce qui est un domaine qui est pas commode. Il y a des tas de gens qui savent comment marche un réacteur nucléaire à fission, mais la fusion c'est pas commode. Donc j'ai été aidé par des types qui m'ont tuyauté, qui m'ont orienté là-dessus. J'ai lu 1500 pages de rapports, de thèses, de choses comme ça. Je crois que maintenant je connais bien la question. J'ai échangé avec des pointures de la discipline, y compris avec des chercheurs américains, comme Jordan, qui est directeur du département fusion de Los Alamos, avec qui j'étais assez lié. Et la conclusion, c'est que c'est une machine qui fonctionnera pas parce qu'elle est instable, c'est tout, voilà. C'est aussi bête que ça. Et franchement, il y a une image qui est extraordinaire. Dans ces projets-là, il y a un côté communication qui passe avant toute chose. Donc à ce moment-là, ITER, c'était le soleil en éprouvette. Et le soleil, il laisse des éruptions solaires. De temps en temps, il s'énerve et pof, il envoie des jets de plasma effrayants. Et bien le tokamak, c'est pareil, c'est tout. Et c'est dans une machine comme ITER, ces décharges font 15 millions d'ampères. Hein. Et à ce moment-là, ça va bousiller la paroi et tout le monde le sait, quoi, c'est tout. D'accord. Et au niveau du budget, on en est à combien? Parce que je sais que le budget de ITER a augmenté d'année en année. Là, on en est à combien? On en est à plus de 20 milliards d'euros, il me semble. Oui, 20 milliards d'euros, 30 millions d'euros. Mais de toute façon, ce qui est extraordinaire, vous voyez, quand Hollande a pris ses fonctions, il a fait plusieurs choses. Il a donné le feu vert de ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire du générateur Astrid, qui est un surgénérateur à neutrons rapides. Il a dit OK, on le construit, il a voté un budget pour ça. Ensuite, sa ministre est allé à Cadarache pour inaugurer ITER, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en disant nous ne pourrions pas nous passer d'ITER, et grâce à ITER, nous allons partir à la conquête du soleil. Voilà. Deuxième truc. Puis troisième truc, c'est l'enfouissement des déchets, quoi. Je veux dire, c'est consternant, quoi. D'accord. Et alors, si on revient sur ITER, je veux dire, on est les seuls au monde à vouloir mettre en place ce système. Personne d'autre n'essaye, quoi. On est seul et on pense qu'on va y arriver, c'est ça. Ça fait 50 ans qu'on fait des recherches sur la fusion, hein, en essayant de monter en température. Bon, on va pas se lancer dans une description de ces histoires. Ça a été extrêmement problématique, extrêmement laborieux, quoi. Et puis, tout d'un coup, est né ce projet pharaonique. Et franchement, ça mérite un bouquin, un truc comme ça, pour expliquer. Vous savez, la question qu'on peut se poser quand on fait une conférence là-dessus, les gens disent, mais comment se fait-il que ce projet soit né? C'est vrai, c'est la question. Il y a qu'ITER, il n'y a pas d'autres projets. Personne n'a envisagé un projet de machine à fusion qui puisse donner de l'énergie, parce que c'est beaucoup trop instable, c'est beaucoup trop problématique, ça n'a rien à voir avec la fission. Donc il n'y a pas d'autres projets concurrents. Ouais, je vois que en fait ITER c'est un projet plutôt, enfin même c'est un projet européen, quoi. Apparemment tous les pays européens ont mis des sous là-dedans, et apparemment des sous qui ne serviront pas à grand chose malheureusement. Vous vouliez me parler aussi, oui, donc on parlait du surgénérateur à neutrons rapides Astrid. Alors c'est très important. C'est très important parce que, si vous voulez, il y a une chose fantastique. Je crois quand même que vos auditeurs connaissent les mésaventures de Super Phénix, hein, avec le combat qui avait amené à l'abandon de ce projet. Donc, l'idée, c'est que en France, on a 300 000 tonnes d'uranium-238, qui sont un peu le déchet de l'enrichissement isotopique. Hein, on a pris de l'uranium dans lequel il y a 0,7% d'uranium-235, on le récupère, et puis il reste le 238, on ne sait pas quoi foutre. Et si on a un réacteur au plutonium qui fonctionne
avec une émission de neutrons à très grande énergie, une neutron rapide, à ce moment-là, on peut transformer le 238 en plutonium. Alors, c'est le système du surgénérateur. Alors, sur le papier, c'est fantastique. Eh bien, avec ces 300 000 tonnes d'uranium 238, on aurait de l'énergie pour 5000 ans. Seulement, le truc, c'est que ces engins sont effroyablement dangereux. Et le jour où il y aura un incident sur un surgénérateur à neutrons rapide, mais Fukushima sera de la rigolade à côté, c'est tout. Vous savez que le plutonium, avec 1 milligramme, vous tuez un bonhomme, quoi, c'est tout. Et là, en France, à La Hague était une usine de retraitement de déchets, mais surtout c'est une usine de récupération de plutonium, parce que le fonctionnement des réacteurs nucléaires fabrique du plutonium, et nous, Français, nous on le récupère. Et quand on en aura 3000 tonnes, on pourra enfin déployer ces réacteurs. Et comme le mot surgénérateur à neutrons rapides, c'est mal perçu, mais on a appelé ça réacteur de 4e génération, ce qui est beaucoup plus gentil. Et je crois que les Français ne le savent pas. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Hollande ? Tac, il a donné le feu vert pour la construction d'Astrid, qui est le premier prototype de ce genre de choses. Et Astrid, c'est un truc qui marche avec du sodium fondu. Vous savez, par exemple, que super physique, on ne sait pas le démanteler. Le sodium est radioactif, enfin, etc., etc. Voilà. Ça, c'est le deuxième point pour parler de ça, en disant que le projet sous-jacent, qui finalement est inconnu des Français, concernant l'énergie et le nucléaire, c'est du suicide, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord. Et où est-ce que ce projet se passe en fait, ce réacteur de 4e génération, il est installé où? Il est à La Hague directement ou où est-ce qu'il est en France? Astrid, je ne sais pas exactement, mais le problème, c'est pas important. Le cœur de ce système de programme français, c'est La Hague, c'est-à-dire la récupération de plutonium. On est en train d'engranger du plutonium et c'est fait pour ça. Et le MOX, par exemple, c'est un mélange, mix oxide, c'est un mélange d'oxyde de plutonium et d'oxyde d'uranium, bon. Et le passage, par exemple, avec l'EPR et le MOX, c'est déjà quelque chose qui ne fonctionne pas avec du plutonium pur, mais avec un mélange des deux oxydes. Donc là-dedans, il y a toute une espèce de programmation qui est insensée. Et vous avez peut-être vu aussi, par exemple, qu'il y avait des gens qui avaient l'idée géniale de récupérer la technologie française des réacteurs de sous-marins pour en faire des réacteurs nucléaires immergés. Par exemple, vous mettez un réacteur comme ça dans la baie de Saint-Tropez avec un câble et vous alimentez la ville en électricité. En disant, voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, il sera toujours refroidi. Bon, mais il y a vraiment, dans ce monde du nucléaire, je ne sais plus comment qualifier ça. Bon. Est-ce que ça serait possible que vous réinterveniez dans mon émission, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur le nucléaire dont j'aimerais parler, entre autres Fukushima et puis d'autres aussi, la Z-Machine éventuellement. Donc vous pourrez... Tout ce que vous voudrez. Moi, j'essaierai de. Je pense que les Français doivent être informés. Ils ne savent pas ces choses-là. Ils ne le savent pas. Et ce qui est extraordinaire, par exemple, c'est que à propos, en revenant simplement sur ce point tout à fait clair de l'échec de la fusion par laser aux États-Unis, ça a été dans Nexus, mais les autres envois d'articles qui ont été faits dans les autres revues, il n'y a pas eu de réponse. Science et Avenir, la recherche, pour la science, zéro. Silence radio complet. Heureusement qu'il y a les infos dont on parle peu pour en parler. Ben voilà. Et puis en tout cas, merci à vous. Merci à vous, Jean-Pierre. À très bientôt, j'espère. Ok, au revoir. Merci. On démarre maintenant la partie internationale. On va parler de l'actualité chaude, à savoir la Syrie, puisque vous avez tous entendu que la France envisageait de donner des armes aux rebelles syriens. Alors là, beaucoup d'informations là-dessus. Tout d'abord, l'intervention de Alain Chouette. Alors Alain Chouette, c'est un ancien officier de renseignement français, ancien responsable de la DGSE, qui a donné une interview dans Le Point. Alors, l'interview est à lire en entier, mais je vais vous donner quelques passages. Alors, le journaliste demande, est-il opportun que la France livre des armes à l'opposition syrienne ? Réponse d'Alain Chouette, je suis confondu par cette affaire. On se trouverait complètement en dehors de la légalité internationale, dans une situation sans précédent. Pour prendre une comparaison, c'est comme si la France, en 1992, avait décidé unilatéralement d'armer le GIA et le FIS algérien, sous prétexte qu'ils avaient gagné les élections et que les militaires avaient interrompu le processus électoral. Dans le cas de la Syrie, nous armerions des groupes non représentatifs et reconnus par personne, si ce n'est par nous. L'ONU n'a pas reconnu l'opposition et, d'ailleurs, de quelle opposition parlons-nous ? Elle est totalement hétéroclite et divisée. Les militaires ne reconnaissent pas l'autorité des politiques et, à l'intérieur de la composante militaire, les milices djihadistes ont pris le pas sur les autres. Depuis le début de cette affaire,
On se trouve dans un flou militaire, juridique, politique ou idéologique. J'ai le plus grand mal à m'y retrouver. On est dans une ambiguïté absolue en soutenant en Syrie ceux contre lesquels on lutte ailleurs. J'évoque ici le Mali, même si comparaison n'est pas raison, et si les islamistes qui se manifestent au Mali ne sont pas les mêmes qui se battent en Syrie, ils ont les mêmes objectifs, les mêmes inspirateurs, les mêmes idéologues et les mêmes financiers. Je trouve ça tout à fait curieux, et en tant qu'ancien responsable d'un grand service de l'État, je suis assez perturbé par ces choix bizarres et antagonistes de nos diplomates et de nos politiques. Fin de citation. Toujours sur le même sujet, puisqu'on parle des rebelles syriens, la rédaction allemande de La Voix de la Russie, alors je vous épargne le nom, a accueilli le témoignage d'un journaliste allemand qui a passé 6 mois en Syrie avec les rebelles, dont plusieurs semaines dans les prisons du gouvernement Assad, et qui, après avoir été libéré au début du mois de mars, par l'intervention directe du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, témoigne de la vie au quotidien en Syrie, et témoigne que les rebelles, sans en connaître les véritables raisons, veulent annexer tous les pays et y placer leur islam radical une fois la Syrie vaincue, dans le but d'un islam mondial. Alors j'espère que nos politiques auront écouté ce témoignage avec intérêt. Toujours la Syrie, mais maintenant on va parler d'armes chimiques, puisque l'armée syrienne et les insurgés s'accusent mutuellement d'avoir eu recours aux armes chimiques le 19 mars dernier. Alors est-ce que c'est une vraie attaque ou une attaque sous faux drapeau ? Une chose est sûre, c'est que cette guerre vient de prendre un tournant. Alors bien sûr, l'OTAN a demandé à faire toute la lumière sur cette histoire, mais faut pas se faire d'illusions. La conclusion, ça sera que c'est un coup de Bachar el-Assad forcément. Donc l'OTAN qui attendait une justification pour intervenir, pour eux cet événement tombe à point nommé. On reste dans la même partie du monde et on va maintenant parler de l'Irak. L'Irak où il y a eu un attentat cette semaine qui a fait plus de 50 morts. Ceci à la veille du 10e anniversaire de l'invasion de ce pays. L'Irak qui n'est toujours pas stabilisé. Bon, évidemment, la presse occidentale n'en parle plus du tout. C'est comme si ça n'existait plus. L'Irak, pour eux, ça a été pacifié. Il y a les droits de l'homme, c'est la démocratie, quoi. Tout va bien en Irak, bien sûr. Alors, puisque ça fait 10 ans que ce pays a été envahi, on va faire un petit bilan. Alors, tout d'abord, on rappelle que l'Irak ne possédait aucune arme de destruction massive, ce qui a été prétexté pour lancer la première attaque militaire dans ce pays. Le site britannique Iraq Body Count, spécialisé dans le décompte des victimes, chiffre entre 112 000 et 122 000 le nombre de civils tués pendant ce conflit ou lors de ses suites. En plus des civils, sont tombés en Irak quelques 39 900 combattants de toute origine. Toujours selon le même site internet, Iraq Body Count. Alors de ce nombre, 4800 sont des soldats des forces de coalition, 4488 américains, 179 britanniques et 140 pays alliés. La guerre a blessé plus de 33 000 soldats américains sur le million mobilisés qui ont servi en Irak. Et on estime le coût de cette guerre à environ 4 000 milliards de dollars. Alors, question, quand est-ce que nous allons traîner Bush fils et tous ses petits copains en justice pour une guerre qui n'avait pas lieu d'être puisqu'il n'y a aucune arme de destruction massive dans ce pays? Après l'Irak, l'Iran qui est toujours dans la cible des Occidentaux, des États-Unis, de l'Europe et d'Israël. Alors évidemment, toujours des drones qui survolent l'Iran. Alors cette semaine, un drone US a été pris pour cible par l'aviation aérienne iranienne dans le golfe Persique. Il était dans l'espace aérien international. Donc pour les États-Unis, c'est comme si les États-Unis avaient été attaqués un petit peu, vous voyez. Alors l'avion iranien n'a pas tiré sur le drone, mais l'a juste ciblé. Alors il faut quand même savoir qu'en volant près de l'Iran, les drones sont capables de récupérer des informations sur les mouvements militaires iraniens. Donc ce n'est pas non plus anodin. Après l'Iran-Israël, une mission d'experts mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a demandé à Israël l'arrêt immédiat de la colonisation dans les territoires palestiniens et le retrait progressif de colons. Alors je cite le rapport. Les colonies de peuplement qui émiettent le territoire palestinien violent les conventions de Genève en faisant échec au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. La mission d'experts demande également à Israël de mettre fin à toutes les violations issues de la colonisation, ainsi qu'à l'impunité. Fin de citation. Alors ceci alors que Netanyahou a déclaré qu'il voulait renforcer la colonisation en Cisjordanie. À noter que Obama, qui est en visite en Israël, a été un petit peu dans ce sens lui aussi. Je ne sais pas s'il pense vraiment ce qu'il dit, mais en tout cas, voilà ce qu'il a déclaré sur la Palestine. Les Israéliens doivent reconnaître que la poursuite de la colonisation est contre-productive pour la cause de la paix et qu'une Palestine indépendante doit être viable. Et il continue,
Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la justice doit être reconnu. Et il continue, mettez-vous à leur place. Il n'est pas juste qu'un enfant palestinien ne puisse grandir avec son propre État et qu'il ait à vivre avec la présence d'une armée étrangère qui contrôle les mouvements de ses parents à chaque instant. Et enfin, il n'est pas juste que la violence des colons contre les Palestiniens reste impunie. Un bon point pour Obama, mais bon, après un mauvais point juste derrière, puisqu'il a parlé de l'Iran, bien évidemment. Vous pouvez ne pas parler de l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré sur l'Iran, Obama ? L'Iran ne peut pas obtenir d'armes nucléaires, c'est un danger qui ne peut pas être endigué. Toutes les options sont sur la table pour atteindre notre objectif. L'Amérique fera ce qu'il faut pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Par contre, pas un mot sur le programme nucléaire israélien illégal. On termine ces infos internationales en parlant de la Chine et des ventes d'armes, puisque la Chine est en train de conquérir le marché d'armes mondial. Selon un nouveau rapport sur la vente d'armes, établi en 2012 par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, c'est rigolo ça, hein, l'Institut international sur la paix, qui fait des rapports sur les armes, bref. Durant les années 2008-2012, la Chine a signé 5% des accords sur les armements conventionnels. Lors des 5 dernières années, l'exportation d'armes de la Chine ne représentait que 2%. L'Empire du Milieu a évincé la Grande-Bretagne de la 5e position et a montré des taux de croissance d'exportation d'armes sans précédent, plus 162%. C'est 13 fois plus que le résultat moyen de l'ancien top mondial, soit les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. On passe à la partie économie et on va parler de Chypre bien sûr. Tout d'abord en faisant un petit résumé de la situation. Le 16 mars dernier, les banques chypriotes ont été fermées, elles étaient au bord de la faillite. Le plan de renflouement consistait à prêter 10 milliards d'euros de la part de la Troïka, à Chypre, aux banques chypriotes en tout cas, et que ces banques ponctionnent sur chaque compte entre 6,75% ou 9,9% si les comptes étaient à plus de 100 000 euros. Donc là-dessus, c'est venu se greffer un petit mouvement de panique de la part de la population qui voulait retirer son argent, bien évidemment. Petit mouvement de panique parce que tout cela s'est arrêté. Donc aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire de virement bancaire, ils ne peuvent pas payer de facture. Par contre, ils peuvent retirer de l'argent à leurs distributeurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de bank run, d'accord ? Alors, où est la situation ? Alors écoutez, après avoir pris acte du rejet du plan d'aide de Nicosie, puisque le gouvernement chypriote a rejeté ce plan, après avoir pris acte du rejet de ce plan, la BCE a sorti son arme de dissuasion massive, le blocus monétaire. Elle a prévenu qu'elle n'alimenterait plus les banques chypriotes en liquidité tant que le plan de sauvetage de la Troïka ne serait pas accepté. Alors je cite, « Les liquidités d'urgence de la BCE ne sont disponibles que pour les banques solvables. Or, les banques chypriotes ne sont pas solvables tant qu'elles ne seront pas recapitalisées rapidement. » Waouh, ça c'est un des membres de la BCE qui a déclaré cela. Jamais la BCE n'avait encore brandi une telle menace. Du coup, le ministre des Finances chypriote et le gouvernement de la Banque centrale de l'île n'ont pas d'autre choix de laisser les banques fermées jusqu'à nouvel ordre. On rappelle quand même que les banques chypriotes sont en faillite parce que l'année dernière, on a fait un haircut sur la dette grecque quand même, puisque une partie venait des banques de Chypre. Donc aujourd'hui, le domino Chypre est en train de tomber. Et après, j'imagine que ce sera les autres dominos qui tomberont, hein, l'Espagne, la France. Alors la situation à Chypre aujourd'hui, c'est un petit peu le flou, quoi. Hein. Ils essayent de se mettre d'accord pour renflouer les banques, mais apparemment c'est extrêmement difficile. La suite au prochain épisode, j'allais dire. On a appris aujourd'hui que c'est maintenant à Madrid que le ministre du budget espagnol, Cristóbal Montoro, a annoncé la mise en place d'une taxe sur les dépôts bancaires. C'est un peu la même chose qu'en Chypre, mais c'est pas tout à fait pareil pour le ministre. Hein. Il s'est empressé de dire dans un communiqué que cet impôt n'a rien à voir avec celui envisagé à Chypre. Alors cet impôt ne sera en effet pas directement levé auprès des épargnants, mais il sera levé sur les banques. Donc ce seront ces dernières qui se verront imposer sur l'ensemble de leurs dépôts. Donc cette taxe sera de 0,1% apparemment pour chaque compte bancaire, si j'ai bien compris. 0,1% ou 0,2%, c'est pas encore défini. Donc en théorie, les clients ne seront pas touchés. Mais bon, quand les banques vont devoir payer, sur qui vont-ils ponctionner l'argent, à votre avis ? Alors avec ce florilège de bonnes nouvelles, un responsable de la Deutsche Bank, Bilal Hafez, a déclaré que seul Jésus pourra sauver l'euro. Je pense qu'il est pas loin de la vérité. Et enfin, Fitch, vous savez, Fitch c'est l'agence de notation
Vous savez, c'est ceux qui avaient mis AAA, Lehman Brothers, en 2008 avant sa faillite. Eh bien, Fitch a confirmé que l'Union européenne restait avec sa note de AAA et maintient sa perspective stable pour l'Union européenne. C'est vraiment des clowns, ces gars-là. On attaque la partie santé-environnement maintenant. Alors, on va parler de vaccins tout d'abord, puisque la société biotechnologie Osé Pharma vient d'obtenir un brevet européen pour son vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon dit non à petites cellules, et ce qui représente 88% des cas de cancer du poumon. Ce produit s'apprête à entrer en phase 3 d'études cliniques, la dernière étape avant une éventuelle commercialisation. Alors Osé Pharma pourrait ne pas avoir à attendre 5 ans pour obtenir une éventuelle mise sur le marché de son vaccin, car il vient d'être reconnu médicament orphelin, c'est-à-dire traitant des maladies rares, par les autorités sanitaires américaines. On continue de parler de vaccins, mais cette fois-ci le vaccin contre la grippe H1N1, puisque le vaccin pandémique Pandemrix augmenterait le risque de narcolepsie, selon une nouvelle étude suédoise publiée dans Neurology. Des résultats identiques à ceux d'une autre étude parue en 1er mars dernier, une étude britannique, qui était sortie cette fois dans le British Medical Journal. Les résultats confirment les précédents essais finlandais et français également. La vaccination contre la grippe pandémique aurait multiplié le risque de narcolepsie par 14,4. Continuons en parlant des pesticides. Alors 3 bonnes infos à ce sujet. Tout d'abord, les États membres de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'accorder sur une interdiction des 3 pesticides d'utilisation courante liés au déclin des abeilles. Ça c'est vraiment ballot ça. Hein. La bonne nouvelle peut-être, c'est que si les pays ne s'accordent pas, alors la Commission européenne pourra unilatéralement interdire ces pesticides. Mais bon, quand on connaît la puissance des lobbies à Bruxelles, je suis pas sûr que l'issue soit certaine. On continue avec les pesticides et cette fois-ci, c'est une étude qui montre que 75% des aliments à base de blé contiennent des pesticides. L'association Génération Future sur les pesticides perturbateurs endocriniens a fait une analyse d'une dizaine de produits alimentaires. Alors le résultat, c'est que 75% des échantillons analysés contenaient des résidus de pesticides, sans pour autant dépasser les limites maximales de résidus. Il s'agissait de biscuits au blé complet, de céréales complètes, de pain complet, de pain de mie à riz, de pâtes, de viennoiserie, autrement dit des produits à base de blé. Parmi ces échantillons, tous contenaient une ou plusieurs substances organosophorées ou pyrétrinoïdes, suspectées d'être perturbatrices du système endocrinien. Et pour terminer avec les pesticides, la moitié des cours d'eau des bassins Rhône, Méditerranée et Corse sont certes en bon état, en tout cas à un meilleur niveau qu'au niveau national, et une évolution positive dans le temps, mais 40% sont pollués par des pesticides, et pour 20% ce sont les nappes phréatiques qui sont polluées. Alors il s'agit surtout comme produit d'herbicides, et surtout du Roundup de Monsanto. Les premiers utilisateurs sont bien sûr les agriculteurs, c'est le pesticide le plus vendu sur les bassins Rhône, Méditerranée et Corse, avec près de 4000 tonnes commercialisées entre 2009 et 2011. Mais aussi les particuliers qui cultivent leur jardin, ainsi que les bords de route, les voies ferrées. Or, la présence de Roundup dans nos rivières ne baisse pas. Le taux est parfois 200 fois au-dessus de la valeur de l'eau potable. Un petit mot sur les OGM, car le Canada pourrait devenir le premier pays au monde à autoriser l'importation d'aliments pour consommation humaine contenant de faibles quantités d'OGM non approuvées par ses propres agences de réglementation. Une décision économique pour le gouvernement fédéral, mais une décision qui porterait atteinte au système de salubrité alimentaire canadien selon les opposants. Alors puisqu'on parle d'OGM, à titre d'information, sachez que 23 OGM sont autorisés dans l'Union européenne. 6 OGM de soja, 12 OGM de maïs, 3 de colza, 1 de betterave, 1 de pomme de terre. Alors tous ces produits sont consommés sous forme d'aliments de base ou sous forme d'ingrédients, pain, céréales, biscuits apéritifs, plats cuisinés, ou bien sous forme d'additifs, ou bien de supports d'arômes ou d'enzymes. Parlons maintenant de la production d'électricité, puisque fin 2012, la puissance installée en éolien et en photovoltaïque dans le monde a atteint 382,5 gigawatts, soit plus que les 369 gigawatts nucléaires. Pourtant, l'an passé, les investissements dans le renouvelable ont baissé de 11% par rapport à 2011, mais s'élèvent quand même à 269 milliards de dollars, dont 67,7 par la Chine. Ils ont permis de faire croître le photovoltaïque de 30 gigawatts pour atteindre 100 gigawatts. L'éolien de son côté a gagné 45 gigawatts, atteignant 282,5 gigawatts.
En puissance totale, ces deux énergies représentent l'équivalent de 230 réacteurs nucléaires EPR. Mais en tenant compte de l'intermittence, la production de ce parc ne correspond qu'à une centaine d'EPR. C'est déjà pas trop mal. On continue avec la production d'électricité et on va parler de la centrale solaire d'Abu Dhabi. Puisque Abu Dhabi, qui voulait produire 7% de son électricité à partir de ressources renouvelables à partir de 2020, a inauguré le 17 mars dernier la plus grande centrale solaire thermodynamique du Moyen-Orient et l'une des plus importantes au monde. Son nom, c'est Shams 1. Le chantier a été lancé en 2010 et a été mené par la société Masdar, société qui est en charge de la construction de la ville zéro émission du même nom. 2 partenariats ont participé à la réalisation, donc le français Total et l'espagnol Abengoa Solar. Cette centrale s'étale sur 2,5 km², elle compte 258 048 miroirs paraboliques, 27 648 tubes caloporteurs, 768 concentrateurs solaires. La surface d'ouverture au soleil est de 627 840 m² et ce projet a coûté 600 millions de dollars. On termine avec 2 informations. Alors d'abord, on se plaint souvent que les enfants ne font pas assez de sport et que l'obésité devient un problème sérieux en France. Alors le taux de personnes obèses en France en 2012 est estimé à 15% de la population adulte, plus exactement 15,7% des femmes et 14,3% d'hommes, soit près de 7 millions de personnes touchées. Mais on va trouver le moyen d'installer des tablettes tactiles dans les parcs de jeux d'enfants. C'est JC2Co qui installe des tablettes Play dans les parcs à Paris d'abord et peut-être dans toute la France ensuite. Ça c'est une belle réalisation, bravo à JC2Co. Et enfin, pour terminer, parlons de cette vidéo vue sur BFM TV qui nous montre des caméras et autres bidouilles placées un petit peu partout pour vous espionner, que ce soit dans les magasins, dans des galeries marchandes ou ailleurs. On a même des publicités personnalisées, c'est fabuleux. Donc regardez cette vidéo, on se rapproche de Minority Report, pour ceux qui ont vu le film. Donc publicité personnalisée, logiciel qui calcule où pourraient se situer les crimes. Enfin bon, ça fait vraiment très 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 peur. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci pour votre attention. Merci à tous ceux qui m'envoient des informations. Alors nombre d'entre vous m'envoient des messages pour me demander, pour m'aider, etc. Quelle est la meilleure solution pour m'aider aujourd'hui? Ça serait de m'envoyer des informations avec des liens, des informations éventuellement pré-rédigées, ça serait super, ça serait merveilleux même. Voilà, c'est la meilleure solution aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, restez informés. La semaine prochaine, nous aurons une émission un petit peu spéciale. Vous verrez, c'est une surprise. Donc voilà, à la semaine prochaine. Ciao à tous, bye.